Myriam, femme, 43 ans, très en colère, maman de 3 enfants, belgo-tunisienne, bruxelloise, militante dans les comités Action contre l'austérité en Europe. Voilà, donc je suis Eric, 51 ans, papa aussi d'une jeune fille, papa en colère aussi, militant syndical, militant LGTB, commencé très jeune en tant que lycéen. Politiquement, je me définirais plutôt comme socialiste, pas socialiste réformiste, plutôt socialiste révolutionnaire, et naturellement aussi très actif dans les comités d'action contre l'austérité en Europe. Aujourd'hui, dans les comités Action contre l'austérité en Europe, le nom l'indique, ma colère, elle se canalise quelque part dans le fait que la crise, dont les sources en fait sont les inégalités sociales, la manière dont ceux qui en sont responsables essayent de la résoudre, soi-disant, enfin je pense qu'ils n'essayent pas du tout de la résoudre, c'est de renforcer encore les inégalités. Et donc ma colère, c'est face à tous. Cette politique qui écrase les travailleurs, les travailleuses avec, sans emploi, avec, sans papier, hommes, femmes, pensionnés, pas pensionnés, étudiants, tout ce qu'on veut, qui subissent finalement les exigences d'une classe forte économiquement et qui, elle, est tout à fait cohérente par rapport à son projet, qui est l'enrichissement. C'est difficile de trouver ou de cibler qu'une seule colère. Je crois qu'il y a plusieurs colères et plusieurs indignations qui nous motivent ou qui me motivent. Et que l'attaque qu'on subit maintenant, qui est la plus grande attaque depuis probablement 70 ans, contre tous les acquis sociaux, les acquis culturels, les acquis écologiques, les acquis de tout type, sont vraiment sans précédent. Mais qu'il y a un espoir, c'est que les gens commencent à se réveiller. Les gens se révoltent. Et nous, on veut essayer de donner un espoir à cette révolte, la canaliser en disant, regardez, il est possible de lutter, il est possible de gagner. Celui ou celle qui ne lutte pas a déjà perdu. Je pense qu'il y a plusieurs étapes et qu'il faut bien être clair sur de quelle étape on parle. Et donc ici, moi j'ai envie de répondre à ta question comme la dernière étape, le monde idéal, mais auquel j'aspire et auquel j'ai envie de contribuer, mais que je sais, sans désespoir pour autant, mais que je sais que je ne connaîtrai pas. Et donc il y a beaucoup d'étapes intermédiaires, transitoires à envisager avant. Mais ce monde-là, ce monde idéal, c'est déjà un monde où il y a une parfaite égalité économique, et donc qui fonctionne selon les principes, notamment des communes, qui est chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens. Ça, c'est le principe de base. Donc une égalité parfaite homme-femme, répartition des rôles tout à fait équilibrée, ça c'est le deuxième élément, et qui est, que je perçois comme plus loin encore que l'égalité socio-économique. Je pense qu'on n'y est vraiment pas, mais elle me semble un peu plus proche que l'inégalité homme-femme, qui me semble encore un pas après. Alors il y a aussi la vie en harmonie avec la nature, ça c'est aussi un aspect que je trouve essentiel, c'est qu'on ne doit pas, enfin Eric le disait tout à l'heure, on a suffisamment de ressources sur Terre, mais ça dépend comment on les utilise. Et donc il y a vraiment aussi et c'est aussi après. Il faut d'abord que tout le monde ait de quoi vivre dignement, mais après il faut pouvoir se poser la question de quelles sont nos consommations ou nos comportements qui entravent la possibilité que les générations futures, enfin bon, c'est un peu le concept de développement durable, mais puissent avoir accès à la même chose. Donc ça c'est les trois aspects. Après il y a aussi les inégalités culturelles, j'entends l'accès au savoir, l'accès comment dire, à une compréhension plus macro des choses. Et là, je trouve que c'est aussi un chemin qu'on doit faire, qui celui-là est peut-être moins loin. C'est celui de, quelque part, c'était le projet de l'école gratuite, de permettre à tous d'accéder à développer au mieux ses capacités, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles, donc sans hiérarchie entre les deux, et que chacun puisse vivre épanoui en faisant ce qu'il aime faire. Voilà. C'est pas mal comme projet. C'est un beau projet, oui. Mais ça, c'est loin. Et je crois qu'il faut se poser la question, qui peut changer la société? Les indignés se sont posé la question, en Espagne, dans d'autres pays.
Et certains répondent avec une formule très générale, la multitude, les gens. Moi, je crois que parmi ces gens, il y a une classe sociale, moi je privilégie, qui est plutôt la classe des travailleurs, les salariés, qui représentent l'écrasante majorité de la population, qui doit jouer et qui joue de plus en plus un rôle central dans la résistance contre l'austérité. En Espagne, on l'a vu, on a eu la déferlante du mouvement des indignés, qui a réveillé aussi une partie du mouvement ouvrier qui était en léthargie. Et puis on a eu le mouvement des mineurs, les grèves générales, et aujourd'hui ce sont les ouvriers, les travailleurs qui sont suivis par les indignés. Parce que ceux-là disposent d'un pouvoir économique que les indignés, comme individus, même nombreux, n'ont pas. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que je privilégie, le rôle des travailleurs dans le changement de société. Alors, quelle société pour répondre à cette question-là? Moi, je crois dans une société non capitaliste, une société socialiste, mais quand on dit socialiste, on pense Di-Rupo. Di-Rupo n'est pas un socialiste, n'est pas une société dirupienne que je veux, ni à la Hollande, ni à la Zapatero, ni à Papandreou en Grèce, mais une société post-capitaliste, socialiste, en effet égalitaire, où tout serait géré par la majorité de la population, dans une société autogestionnaire, où la politique aura un sens beaucoup plus large qu'elle ne l'a aujourd'hui, qui ne serait plus une activité professionnelle, mais serait une activité de tout le monde et de tous les âges. Et je crois que ça nécessite une conscience politique, un grand réveil politique. Mais le réveil politique, c'est la crise qu'on vit aujourd'hui qui est en train de la produire. Les comités Action Europe sont nés en mars 2011. Et donc c'est à partir de là, je pense que c'est les deux éléments déclencheurs, la prise de conscience du projet européen de laminage des droits sociaux et le constat de la difficulté pour les directions syndicales nationales de se mettre en front commun pour construire un rapport de force efficace. On s'est dit il faut un lieu, il faut un espace où les militants sont informés de ce qui est en train de se passer au niveau européen, parce qu'on est tous tellement le nez sur notre guidon que je pense qu'on n'a pas nécessairement conscience de ce qui est en train de se faire, à quel point il y a un recul social énorme. Certains parlent de la tiers-mondisation de l'Europe. On est dans un processus comme celui-là. Mais pour ça, il faut d'abord, pour que les gens puissent sentir leur colère et qu'ils puissent s'organiser et résister, il faut d'abord qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Donc on s'est dit, on va créer un lieu où, on va pouvoir informer, deux, on va pouvoir organiser les gens dans une résistance qui vise en tout cas la mobilisation de masse et qui en tout cas attaque les choses de manière aussi, sûrement pas aussi violente, parce que c'est difficile d'être aussi violent que ce que nos gouvernements sont en train de nous imposer, mais en tout cas à la hauteur des attaques, et qu'on ne soit pas juste dans des rassemblements symboliques avec des promenades d'un point A à un point B, qu'on dérange vraiment. Et on est parti sur l'hypothèse, quand on a démarré les comités Action Europe, qu'on n'était pas tout seul à penser ça, et donc on s'est dit on va essayer de rassembler des gens autour de nous pour voir s'il y en a d'autres qui pensent comme nous. Et voilà, après 1 an et demi, on est toujours là, et on a un bilan d'action, je pense, quand même assez... c'est pas un bottin de téléphone, mais on en a quand même au moins une quinzaine dans notre palmarès. Et je pense qu'à chacune des actions, il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent en disant, effectivement, il faut résister plus fort, et il faut résister ensemble. Et donc le ensemble, c'est notamment le Front commun syndical, donc surtout pas de division entre syndicalistes, mais au-delà des syndicalistes, le faire aussi avec tous les autres mouvements qui organisent la résistance, donc notamment les indignés, les féministes, les mouvements de jeunes, les intermondialistes. On n'est pas là en train de dire chacun sur notre chapelle, c'est pas nos organisations qui comptent, ce qui compte c'est de réussir la construction d'un rapport de force, qui doit se faire en solidarité avec les autres pays, parce qu'on est aussi, donc nous on agit au niveau du territoire belge, parce que c'est là-dessus qu'on a une prise, et comme le disait Eric, pour l'instant on est d'ailleurs surtout même sur Bruxelles, mais il faut le faire en solidarité avec les autres. Mais donc c'est un lieu de rassemblement, d'unification. On ne remplace pas les syndicats existants, ce n'est pas notre objectif, de remplacer les organisations existantes, mais bien oui, de rassembler les militants et les délégués dans un objectif commun, l'unité d'action contre l'austérité et contre ce système.
Disons que c'est la première réussite qui nous a fait connaître. On a bloqué un train le 6 juin l'année passée de parlementaires européens qui partaient à Strasbourg pour voter le Six-Pack, qui est une série de législations qui constitutionnalise quelque part l'austérité des politiques de rigueur budgétaire. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. On a bloqué ce train pendant une demi-heure. Puis alors, après, le 15 octobre, on a pris la date des indignés, parce que justement, on essaye de faire les liens entre les différents mouvements pour organiser un meeting. On a fait un grand meeting, on était 150 personnes. Ça, c'était notre deuxième, moment fort. Puis alors, après, on a été fort actifs au moment de la mobilisation contre l'accord du gouvernement au mois de décembre, avec une action déjà par rapport à la question des attaques contre les chômeurs au mois de janvier, qui a été relativement bien couverte dans la presse et qui a été présentée de fait comme une étape pour mobiliser vers la grève générale du 31 janvier. Le 31 janvier, on a fait le tour d'un certain nombre de piquets ensemble, en expliquant aux syndicalistes sur les piquets que voilà, ils n'étaient pas tout seuls et qu'ils avaient bien raison de lutter. Alors après, il y a eu toute une campagne de désinformation dans les médias dominants sur finalement les grèves, c'est juste fait pour emmerder les travailleurs et sans dire en quoi c'est surtout fait et d'abord fait pour les défendre. Et donc là, on a fait une action devant la RTBF. On a ciblé, il y avait toute une série de médias qui avaient vraiment noirci la grève générale. On a ciblé la RTBF parce qu'en plus c'est un service public. Donc on se dit, s'il y a bien au moins un média qui devrait expliquer ce qu'il y a dans l'accord de gouvernement et donner la parole à des militants syndicaux, notamment pour justifier pourquoi il y a eu cette grève générale, c'était la RTBF. Après, on a eu une série d'actions en soutien, notamment, donc on a fait des mobilisations devant les ambassades grecques et espagnoles, avec aussi une soirée de soutien, et on a rassemblé de l'argent pour envoyer un soutien à des syndicalistes grecs d'une Assyrie qui étaient en arrêt de travail pendant, je pense que ça a duré pendant 8 ou 9 mois, et sans indemnité de grève, et donc il n'y avait pas les moyens de nourrir leur famille, donc on a fait une soirée de solidarité et d'information autour de ça. Puis on a eu une action au mois de juillet en soutien avec les mineurs espagnols. Et puis on a eu notre fameux banquet des riches, où on a dénoncé en fait la complicité entre le monde politique et le monde des affaires. Et alors aujourd'hui, notre occupation de l'ENEM. Voilà, je sais pas, ça fait peut-être pas 15. Non, mais ça fait déjà. En gros, ça fait. Grâce à toutes ces actions, je crois que les CAE, comme on s'appelle, ont réussi à populariser des idées d'unité d'action, de convergence des luttes, de s'établir aussi comme une référence. On est très sollicité les dernières semaines, les derniers mois aussi, par différentes associations, par des groupes de travailleurs en action ou en grève, pour les aider ou pour étendre leur mouvement, etc. Et donc je crois que nous, on ne peut pas remplacer les organisations syndicales existantes, mais ce qu'on peut certainement être, c'est être un levier à l'intérieur et avec les organisations syndicales pour une mobilisation de masse beaucoup plus unitaire, beaucoup plus efficace. Et je crois qu'on va aller de plus en plus vers une exacerbation, je crois, des conflits sociaux en Belgique, et qui va nécessiter des nouvelles méthodes de lutte sociale, où l'unité d'action sera une pièce maîtresse de cette lutte-là. L'unité d'action entre les différentes organisations syndicales, mais aussi avec tout ce qui n'est pas strictement syndical, type indigné, mouvement associatif, jeunes, étudiants, dans lesquels nous on peut jouer, ou on veut jouer un rôle important. On voudrait qu'il y ait de plus en plus de gens qui perçoivent l'intérêt de la convergence des luttes, qui se battent ensemble et qui se battent. Et qui se battent avec fermeté et dignité. Mais qui se battent à l'intérieur des comités Action Europe ou ailleurs, moi je dirais, je m'en fous, l'essentiel c'est qu'ils se battent, et donc c'est clair qu'on n'a pas la capacité de mobilisation des syndicats, et que si les syndicats mobilisent, c'est très bien, nous on soutient. Voilà, je crois fondamentalement, c'est redonner confiance dans l'action collective,
c'est qu'on ne peut pas rester tout seul dans son coin. On se met ensemble, il est possible de lutter, il est possible de gagner aussi. Nous ne sommes pas des pessimistes, on sourit et c'est pas par hasard, parce qu'on croit qu'on peut changer cette société et qu'en luttant, il est possible de gagner. Voilà.